Hey citoyennes et citoyens, vous kiffez les anthologies type Love, Death and Robots avec une histoire et une direction artistique différente à chaque fois? Eh bien vous serez comblé avec le magazine Métal Hurlant. Métal Hurlant, c'est une revue culte fondée dans les années 70 par Dionnet, Durillet et Moebius, des grands noms de la BD et du cinéma de genre. Elle est tellement culte qu'elle a eu un impact majeur sur la science-fiction en général, que ça soit avec sa version américaine, Heavy Metal, ou des films comme Mad Max, Alien, Blade Runner, etc. J'aime tellement ce magazine que j'ai décidé de faire ce placement gratuitement. Non, je plaisante, on est dans la merde. Sans Métal Hurlant, notre genre préféré n'aurait pas le même visage. Et il se trouve qu'après 15 ans d'arrêt, la revue revient dans un format trimestriel de plus de 300 pages. Dedans, vous y trouverez un panorama complet et international de ce qui se fait en bande dessinée SF à votre époque. À 19,95€, croyez-moi, vous en aurez pour votre argent. En plus, petit plaisir perso, le 3e numéro actuellement disponible est un spécial Planète Mars, ma planète préférée. Y a pas de mal à se faire du bien. Et maintenant, votre émission. Soleil sur vous, citoyennes et citoyens, bienvenue sur le Nexus 6, je suis le capitaine et je suis ravi de vous recevoir pour ce nouveau The Visitor. Aujourd'hui, nous allons parler d'un livre, Terre Marron, roman de science-fiction afrofuturiste français, et qui de mieux pour en parler que son auteur, Michael Rock. T'es prêt? Toujours. Super. Un petit feu? Oh oui. Michael, je suis ravi de te recevoir sur le Nexus 6. Moi aussi. Bienvenue. Donc tu es auteur et youtubeur aussi. Tu reviens avec ton 3e roman, Terre Marron. Ouais. Avant de parler de manière plus spécifique de ce livre, est-ce que tu pourrais présenter un petit peu ton parcours en tant qu'auteur de science-fiction? Je suis arrivé dans le game de l'écriture un peu par ennui en fait. Entre 2 années de fac, tous mes potes étaient partis hors de la ville et moi je bossais en usine et je m'ennuyais sec, je bossais tous les matins, je faisais du 4h midi. Et donc il fallait que je me couche hyper tôt et du coup j'avais pas de soirée et du coup il fallait que l'après-midi je m'occupe. Et j'avais des histoires plein la tête et je les ai mis en texte. Et c'est parti de cet ennui là, parce que finalement mes textes, mes potes les ont trouvés cool, des gens random sur internet les ont trouvés cool aussi, et puis je me suis dit je vais envoyer ça à un éditeur, il a trouvé ça cool aussi, et c'est parti de là finalement. Est-ce que tu écrivais déjà depuis que t'étais petit, ou c'est quelque chose qui est venu d'un coup quoi? Non, ça a toujours été raconter des histoires mon truc. Tu le faisais comment avant? Oralement, tu vois, oralement avec des potes, raconter des conneries, j'étais un peu le trop rigolo de la bande. Aujourd'hui donc on va parler d'un roman de science-fiction, mais c'était pas forcément le cas avant, t'as exploré d'autres genres. Comment tu te définirais du coup, aujourd'hui en tant qu'auteur? J'ai commencé par des nouvelles de fantastique, horrifiques. J'ai dévié un peu sur du pulp, des trucs très divertissants en fait, mais toujours avec ce côté viscéral. Et mes 2 précédents romans, effectivement, c'était plus poétique, plus un travail sur la langue du personnage et stylistique. Mais si on y regarde bien, moi Peter Pan, c'est quelque chose qui se passe dans les étoiles. Donc ton premier roman? Oui, et puis le livre jaune, c'est pareil, ça parle du roi en jaune, qui est quelque part soit derrière les étoiles, soit dans une autre dimension, donc on est quand même dans de la science-fiction. Donc la science-fiction, ça a toujours fait partie de ton univers. C'est quoi ton premier souvenir de science-fiction? L'un de tes souvenirs les plus marquants avec ce genre? Et ben, je vais peut-être t'étonner en disant ça, mais ça a été ça, de Stephen King. Alors, il y a débat, justement, c'est quand on cherche à catégoriser les œuvres, c'est compliqué. Ça, on est plus dans le genre horrifique ou le fantastique, c'est-à-dire l'irruption de l'irréel dans le réel. Mais c'est vrai que quand on creuse un petit peu l'univers de Stephen King, on flirte plus avec la science-fiction, quoi. Ok, j'aurais pas pris cet exemple. Star Wars, sinon. Le classique. Le classique. Non, c'est normal. On va faire une petite pause avec un quiz. Dans ton roman, il est question de dystopie, de contre-dystopie. Il y a toujours donc cette question du type de société dans lequel un univers évolue. J'avais pas d'idée de quiz, et toi, tu as proposé à ce qu'on définisse justement le type de société de certains univers de science-fiction. Ouais. Bah définissons, donc l'utopie, une société où les individus peuvent atteindre le bonheur. En tout cas, tout est parfait déjà. Dystopie, voilà, c'est un univers dans lequel... Par défaut, l'individu ne peut pas accéder au bonheur. Et même s'il essaye de tout son cœur, il se retrouve toujours soit au point zéro, soit encore plus bas derrière. L'anti-utopie... Ma définition de l'anti-utopie, c'est que c'est un univers où on a l'impression d'être dans une utopie, où les personnages ont l'impression d'être dans une utopie, mais au fur et à mesure, on se rend compte que ce n'est pas le cas. Et donc la contre-dystopie... La contre-dystopie, en apparence, ça a l'air d'un monde totalement pourri, mais dans ce monde-là, les individus, par leurs actes... par leur volonté, parviennent à atteindre leurs idéaux, ou en tout cas à se mettre sur le chemin de leur propre bonheur. Donc on va faire ça. On va jouer à utopie, anti-utopie, contre-utopie ou contre-dystopie ou bloc SR. Je commence par un simple. Tu peux commencer par un simple. Dans l'œuvre dans son ensemble, moi je te soumets
Black Mirror. J'ai pas tout vu, j'en ai vu que 3, tu vois. Ah, on est dans la dystopie sur Black Mirror. Ouais. Très bien. Un facile aussi, Star Trek. Star Trek. Tu connais un peu? Je connais un petit peu. Ok. C'est très rocambolesque, c'est à rallonge quand même. Oui, mais il y a un élément qui définit la société de Star Trek, quoi. Lequel? En fait, dans Star Trek, déjà, on est dans une société post-économique où il n'y a plus de salaire, etc. Et chacun trouve sa place dans la société en fonction de ce qu'il a envie de faire et de ce qu'il veut apporter à la société, à soi-même. Je dirais utopie, alors. Ah oui, Star Trek, c'est l'exemple même de l'utopie. Là, on parle de space opéra, mais Terre Marron est très très loin du space opéra. Terre Marron, c'est une bande de débrouillards, des mecs qui vivent de débrouille, tu vois, de magouilles, de bricoles, qui partent à la recherche de ce qu'ils appellent le tout-monde, la terre de leurs ancêtres. Et ils sont persuadés que ce tout-monde est caché quelque part sous l'immense mégalopole qui est devenu l'arc caribéen. L'envie. L'Anville, exactement. Ce qu'ils oublient, c'est que le tout-monde, en réalité, c'est une vision philosophique qui a été inventée par un penseur, écrivain, poète martiniquais, extrêmement talentueux, extrêmement connu, sauf en France, qui s'appelle Édouard Glissant, dans les années 90. Et finalement, leur quête vers cette terre perdue, elle va se transformer en une quête vers leur identité. Et leur identité en relation avec le reste du monde. Ce qu'on appelle réellement le tout-monde. C'est un roman polyphonique, avec plusieurs personnages qui se baladent justement dans ces strates de l'Anville. Un des personnages centraux, c'est Easy, qui est une traductrice, et qui porte quelque part justement tout ce désir de connexion entre un monde qui s'étend à l'horizontale et qui s'étend aussi à la verticale sur des couches sociales. Thématique classique du cyberpunk, là on est vraiment dans la stratification par l'urbanisme de la société, quoi. Exactement. Ce personnage de traductrice, je l'ai voulu comme une réinvention du personnage de l'enquêteur. D'accord. Puisque elle est bardée de nouvelles technologies, elle a un régulateur d'émotions, un implant auditif qui lui permet de traduire en temps réel des langues. Elle a surtout subi une opération chirurgicale qui lui permet, au niveau de la pupille, d'avoir cette technologie d'interface avec une réalité augmentée, qui lui permet de décoder la réalité. Non seulement ce qui se dit, mais aussi les attitudes, les postures, les comportements des gens, et donc de déceler quand il y a un mensonge, par exemple, qui est fait. Et puis son métier, c'est d'enquêter auprès des grandes corps politiques pour voir si elles font bien leur boulot, si elles cachent pas des trucs, des magouilles, quoi. C'est-à-dire des entités industrialo-politiciennes qui dominent l'univers de ton livre, quoi. Qui dominent même au sens politique, puisque ce sont ces plus grosses entités qui forment une espèce d'assemblée, qui prônent la diversalité plutôt que l'universalité. Et qui régissent la société. Il y a un contrôle de l'intérieur qui est fait. Cette traductrice, qui peut circuler donc dans tout l'Anville, est aussi un agent infiltré des groupes terroristes qui sont dans les bas-fonds et qui, eux, ne rêvent que d'une chose, retrouver cette terre perdue du tout-monde. On est plus dans le roman d'espionnage, presque. Et puis, il y a aussi tout cet univers militant, révolutionnaire, avec les autres personnages. Surtout porté par un couple de personnages, Pat et son fils, Patson. Pat, vieux militant syndicaliste qui a tout perdu, se coltine une image de terroriste de la part du gouvernement. Son dernier sursaut d'espoir pour atteindre son idéal, c'est de retrouver la terre argileuse dans cet univers totalement bétonné. Et son fils, lui, est en conflit avec son père, comme de nombreux fils, il n'arrive pas à tuer le père. Il sait que son père veut quelque part sauver le monde, et il tombe sur un migrant qui vient de Nouvelle-Marseille, justement, qui parle en argot. Ils vont se lancer à cœur perdu dans mille et une magouilles pour impressionner le père, finalement, et essayer de sauver le monde d'une manière ou d'une autre. C'est plus des galériens qu'autre chose. En fait, on est à la croisée de différents genres. Il y a le roman philosophique, il y a des éléments de cyberpunk, du solarpunk, on est dans la dystopie, on va en parler. Qu'est-ce qui t'a donné envie d'explorer tous ces genres en même temps ? C'est pas une envie qui m'est apparue d'emblée. D'accord. C'est quelque chose qui est venu avec la décantation du texte. L'idée première, ça avait été de désacraliser cette vision philosophique du tout-monde. D'accord. Et d'en faire quelque chose de purement divertissant. Donc une bande de mecs qui partent à la recherche de l'Atlantide. Parce que jusqu'à présent, tu trouvais que c'était peut-être trop intellectuel. Glissant, oui, il a cette réputation d'être hyper opaque, hyper obscur. Donc on part de ce postulat-là où on fait du divertissement. Il y a des couches qui se rajoutent, des strates qu'il faut aller explorer, qui sont l'apport philosophique de cette pensée de la relation d'Édouard Glissant, qui sont le cyberpunk et sa portée contre-politique, sa relation au corps aussi, et puis imaginer l'avenir des Antilles. C'est quelque chose qui, dans l'héritage littéraire antillais, n'avait jamais vraiment été fait. Un petit quiz. La Servante écarlate. Utopie.
Utopie. Cash, Utopie, t'as failli m'avoir. Je n'ai pas lu ni vu, mais je connais quand même Ouais. un petit peu l'histoire. Ouais. Non, une dystopie, quoi. Ouais. Les femmes n'ont pas la liberté de s'émanciper, d'être libres. Pas que les femmes, certaines catégories d'hommes aussi. D'accord, ok, ça je savais pas. Et c'est aussi là, souvent il y a des gens qui vont classer les œuvres dans un autre genre, mais parce que leur valeur se situe autrement. Mais là, il faudrait être ultra machiste et un sacré gros con pour considérer qu'on est dans l'utopie, quoi. Le futur de Retour vers le futur 2. Oh. Ah, que je me remette dans le film un petit peu, là. Je vois très bien les images, l'almanach de jeu planqué dans la veste, tout ça. Dystopie Non C'est J'ai un à souvenir débattre. très crade, quand même, de ce monde-là. Non, je pense que tu confonds peut-être avec le 1985 modifié. Il arrive à Hill Valley en 2015. Fondamentalement, on reste sur une vie à la californienne, c'est plutôt propre, c'est plutôt joli. Disons que tous les éléments ont l'air cool, il y a des voitures volantes, des overboards, les gens s'éclatent, quoi. Mais pour moi, on est un peu dans l'anti-utopie parce que on se rend compte quand même que la publicité est omniprésente. Oui. Marty McFly peut se faire virer d'un coup, comme ça. Et au final, le monde n'est pas si différent des années 80 américaines. De là à dire que les États-Unis sont déjà une anti-utopie, ça, c'est autre chose. Je crois qu'ils sont plus bas que ça, maintenant. Tu es d'origine martiniquaise, tu y vis. J'y vis depuis quelques années. 6 ans. Tu connais mon amour pour cette île et ma relation aussi très particulière avec elle et sa langue. Est-ce que tu as toujours eu cette idée d'écrire sur la Caraïbe ou c'est vraiment ton installation sur l'île qui t'a poussé à le faire? Ça m'a percuté peu avant. Ouais. Et j'étais dans ce processus d'écriture, mais dans la recherche de l'écriture, il y a toujours comment on peut se différencier du reste de la production. On parle quand même de 70 000 livres à l'année qui sont publiés. Quand on est noyé là-dedans, qu'est-ce qui peut bien faire la différence en termes de récit, tout simplement? Et j'avais déjà cette part de moi à explorer. Je suis retourné m'installer aux Antilles et j'en ai profité pour combler ma littérature, mon écriture avec ça. Ouais. Est-ce que tu as rencontré des difficultés? La plus grande difficulté, ça a été d'apprendre le créole. Parce que je suis arrivé aux Antilles, moi qui avais été coupé complètement de cette culture-là, il a fallu que je me remette dans le bain. Du coup, voilà, le créole qui vient envahir la page du texte, ça a été aussi pour moi une espèce de guérison, en fait, redevenir entier quelque part. Qu'est-ce que tu as voulu faire avec ce livre? Et l'expérience de lecture. J'aime pas, quand je rentre dans un bouquin, qu'on me prenne par la main et que ce soit cousu de fil blanc. Je pense que Terre Marron est vraiment l'exemple de ce que je recherche en termes de littérature. Alors, je me suis éclaté à l'écrire. Et là, cet inconfort, je pense qu'il se retrouve dans les mains du lecteur par cette expérience d'arriver dans un monde où le créole est quasiment présent à chaque ligne, quoi. Il faut peut-être définir ce qu'est le créole pour certaines personnes, je pense, Ouais. puisqu'il y a ce qu'on appelle donc la créolisation de la langue. C'est quelque chose qui est très important pour toi. Comment tu la définirais? C'est la rencontre brutale et accélérée de plusieurs cultures qui donne en résultat quelque chose d'autre. Ici, dans le bouquin, ça se traduit par la multiplicité des langues. On parle du français, on parle du créole, mais il y a aussi de l'anglais, il y a du chinois, il y a de l'arabe. Tout un tas de langues qui font, en fait, la société caribéenne. C'est déjà l'expérience de vie, ce que j'ai voulu transmettre à mes personnages, et c'est aussi, du coup, l'expérience que fait le lecteur ou la lectrice quand elle se lance dans le bouquin. Cette rencontre avec un univers inconnu, dérangeant, puisque du coup, rien n'est traduit, tout est au même niveau. La science-fiction, pour moi, a toujours été une forme de créolisation. Comme on prospecte l'avenir, si les choses se passent plutôt correctement, l'humanité se mélange, de plus en plus, toujours. Ça, c'est quelque chose qu'on a vu récemment dans The Expanse, où il y a le pelleteur créole. J'ai pris énormément de plaisir à lire ce livre, justement, avec cette importance de la langue. La seule chose qui, moi, m'a fait rire, et c'est là où tu parles de difficulté, et aussi cette expérience de lecture, c'est ça qui est important. Je t'avoue qu'au départ, je me suis dit, quelqu'un qui parle pas créole, ou qui n'a aucune connaissance de créole, ou d'étymologie, il ou elle va galérer. Vraiment, c'est la première chose que je me suis dit, mais j'ai pensé à d'autres œuvres de science-fiction, notamment du Hamilton ou des choses comme ça, où dès le départ on t'explique rien. Il y a des termes techniques, de voyages spatiaux ou technologiques qui sont partout dans le texte, on te les explique pas, donc en fait tu piges rien, et tu piges au bout d'un moment. Tu es dans cette même démarche. C'est juste qu'on a un peu ce réflexe de protection dès le départ, c'est je comprends rien à ce qu'ils se disent. Ouais. Sauf que comme on est dans une autre langue qui est parlée, on se pose plus de questions que quand c'est ta langue, mais juste avec des termes techniques qui ont l'air compliqués. Mais au final, il n'y a pas de hiérarchie à faire vis-à-vis de ça. Il n'y a pas de hiérarchie. Quand tu te lances dans un bouquin de SF où il y a par exemple une langue alien qui est retranscrite dedans, tu vas pas faire l'impasse sur le bouquin parce que tu n'arrives pas à comprendre cette langue-là. Ça fait partie de l'univers, tu vas surfer la vibe avec. Et il y a toujours des petits curieux qui vont aller traduire. C'est aussi ça, la magie de la littérature, de pouvoir pousser le vice jusqu'à être totalement confortable avec lui.
Du coup, c'est ce que j'ai beaucoup aussi apprécié dans le livre, c'est qu'il y a un aspect jeu. Les gens parlent créole, c'est pas traduit, mais tu t'arranges toujours quand même pour faire comprendre juste après ce qui a été dit. Oui. Donc, tu donnes quand même les réponses. C'est-à-dire que si le lecteur ou la lectrice s'intéresse, il fait ses petites recherches et il va apprendre, en fait. Bon, c'est ça l'objectif de la science-fiction, c'est découvrir de nouvelles choses. Et j'ai vraiment apprécié ça, tout comme les secteurs de l'Enville, qui correspondent souvent à des villes de la Caraïbe ou des îles, etc. Ouais. Mais qui ont des nouveaux acronymes, donc il y a ce petit jeu d'essayer de deviner à quel secteur du monde du 21e siècle ça correspond. Est-ce que c'était une volonté consciente, ce petit côté un petit peu ludique Il y a déjà la volonté de vouloir coller à une esthétique cyberpunk, tu vois, et de noyer le lecteur dans une mégalopole où il se sent perdu. Et puis, il y a ce truc qu'on a aux Antilles qui fait partie de notre culture, qu'on appelle la malice, qui fait qu'on va parfois avoir des discours avec des références, mais qui ne sont pas pour tout le monde. Et du coup, ceux qui savent, savent, et ceux qui pas savent, pas savent. Ouais. Le premier réflexe qu'on a, c'est de se dire, à partir du moment où la Caraïbe est devenue une entité politique unie et indépendante, t'as tendance à te dire qu'ils ont mieux réussi que le reste du monde. Et ce dont on se rend compte, c'est que c'est pas forcément le cas. On a encore des pauvres et des riches, on continue à faire les mêmes erreurs. Quel a été ton positionnement là-dessus, puisque, au final, là où tu aurais pu choisir d'écrire une utopie caribéenne, t'as choisi d'écrire une dystopie, peut-être. Je parle pas de dystopie, je parle de contre-dystopie, ça va te plaire ça. Ouais, ça va me plaire, fais attention quand tu utilises des termes comme ça. Non, mais ça vient de toi, hein, forcément. Non, c'est fou. Mais non, si. Non, je le crois pas. Quand tu parlais justement de ceci n'est pas une utopie, ceci n'est pas une dystopie, c'est une contre-utopie. Une anti-utopie. Une anti-utopie, voilà. Je le fais pas avec la voix d'Edwin Plenel, par contre. Non, vraiment, ça m'a percuté quand t'as parlé de ça. Et je me suis dit, mais pourquoi, dans la science-fiction traditionnelle occidentale, on a cette fâcheuse tendance à toujours vouloir enclencher des mondes qui sont des dystopies Et donc, c'est un marron. et penser comme une contre-dystopie. Effectivement. Parce que les personnages qui sont à l'intérieur mènent une lutte pour s'émanciper. Cette émancipation, qui est au cœur déjà du cyberpunk dans les années 60-70, où justement les classes sociales les plus basses parviennent à utiliser la haute technologie en la hackant pour pouvoir lutter contre un système oppressif. Elle est au cœur des récits afro-futuristes. On essaye d'imaginer où est-ce que l'espoir peut résider pour les sociétés afrodescendantes actuelles. Ah, tu as utilisé le terme, l'afrofuturisme. On va voir plus en détail ce que c'est, mais avant, Un quiz ? un petit quiz. Demolition Man. Oh putain, je l'ai pas vu celui-là. Non, c'est avec Sylvester Stallone. Ouais, non, je l'ai pas vu celui-là. C'est un flic des années 80, enfin fin du 20e siècle, c'était la merde. Enfin, c'est un flic qui fout des nions dans la gueule des gens. Et il se retrouve congelé, il est réveillé au 21e siècle. Et il est dans un monde hyper babacool, il faut plus dire d'insultes. D'accord. Il faut plus faire grand chose en fait. Mais il tabasse quand même des gueules. En fait, son ennemi juré, joué par Wesley Snipes, est lui aussi décongelé et il commence à foutre la merde. Du coup, ils se disent, on a besoin de quelqu'un de cette époque-là pour lutter contre ce monstre, quoi. Est-ce qu'il faut qu'on aille dans une bienveillance absolue ou bien est-ce qu'il n'y a pas un point d'équilibre à trouver? C'est un peu le sujet de l'œuvre, quoi. Eh ben, j'aurais plutôt tendance à dire anti-utopie. Moi aussi. Ça a l'air parfait. Tout le monde a l'air heureux et riche, mais en fait, il y a des gens qui vivent sous terre parce qu'ils refusent ce modèle de société. D'accord. Et ils sont ostracisés, ils crèvent la faim. Donc oui, anti-utopie. Don't look up. Ah. Pas évident. Hein. Je dirais dystopie. Parce que la raison n'est plus la valeur phare de la société, quoi. C'est juste l'entertainment, le fun. Et donc pour moi, c'est purement dystopique. Ouais. Dystopie. Afrofuturisme, comment tu le définirais? Ce sont des récits afrocentrés, donc avec des personnages principaux qui sont noirs, qui naviguent en alliant des éléments qui sont à la fois tirés des nouvelles technologies, à la fois tirés du mysticisme et des cultures magico-religieuses d'Afrique continentale ou de la diaspora africaine, et toujours cette volonté d'émanciper les personnages qui sont dans ces récits-là. Un roman où les personnages seraient afrodescendants, mais où il n'y a pas cet aspect d'émancipation, tu ne le classerais pas forcément dans l'afrofuturisme. Non, pas forcément. Pour être très clair. Pas forcément. Après, l'afrofuturisme, c'est aussi un terme marketé qui chapote, qui chapipote. Pourquoi pas? Qui chapeaute tout un tas d'autres sous-genres dans lesquels on peut trouver des afrodystopies, de l'afro-pessimisme aussi, mais plus généralement, les personnages de ces récits-là sont empouvoirés, comme on dit. Est-ce qu'il y a de différents afrofuturismes? Personnellement, j'aurais le sentiment qu'un afrofuturisme de personnes afro-américaines serait fondamentalement différent d'un afrofuturisme caribéen ou d'un afrofuturisme du continent africain, puisque les réalités de vécu de ces personnes-là au XXIe siècle ne sont pas les mêmes. Complètement. Pour le pôle états-unien, on parle
d'afrofuturisme parce que ça concerne les Afro-Américains. La vision créative qu'il y a dans ces textes-là est très souvent sur une opposition entre blanc et noir, parce que c'est quelque chose de très marqué aux États-Unis. Pour tout ce qui est de la production du continent africain, on va plus parler de futurisme africain, African Futurism. Ouais. Parce que la production est quelque part souveraine. Par exemple, dans Rosewater de Teddy Thompson, qui se passe au Nigeria, très très bon roman de SF, un peu cyberpunk, un peu de science fantasy aussi dedans. Le mot blanc n'apparaît qu'une seule fois dans le roman. Ça en devient éloquent. Ces textes-là ne parlent pas finalement de l'Occident. Ils vivent uniquement la science-fiction du point de vue africain. Et à partir de là, effectivement, il faudrait trouver un terme spécifique pour l'afrofuturisme caribéen. Mais pour le moment, en France, en termes de créatorat afrodescendant francophone, on n'est pas tant que ça à créer des choses, à être publié par des éditeurs. Et donc, du coup, on est en pleine construction de ce mouvement. Est-ce que tu dirais que l'afrofuturisme caribéen, on en revient à la créolisation, est plus mélangé qu'un afrofuturisme américain ou africain, quoi? Il est, par essence, plus diversel? Pour moi, c'est ça. Effectivement. Après, je représente pas non plus l'ensemble des auteurs et autrices afrodescendants, donc ils auront autre chose à proposer qui va favoriser la peinture d'un réel le plus diversel possible. Tu parlais du rapport au corps, puisqu'il y a des augmentations corporelles, des augmentations cybernétiques dans ton roman. En quoi est-ce que c'est lié aussi à la mouvance afrofuturiste, puisque la réappropriation des corps des personnes afrodescendantes est une thématique forte? Est-ce que c'était juste parce que on était dans le futur et tu voulais faire du cyberpunk et c'est venu assez naturellement, ou il y a eu un travail particulier à ce sujet? Il y a ce fait que j'aime beaucoup travailler le corps et sa souffrance dans tous mes textes. Ce rapport au corps contraint dans un système, il dépasse la thématique afrofuturiste. C'est vraiment quelque chose calqué sur d'autres systèmes oppressifs, le capitalisme tout simplement, qui nous donne l'impression d'avoir une certaine liberté, alors que en fait on a juste de la liberté dans ce système oppressif. Donc ce rapport à l'émancipation du corps, c'est vraiment quelque chose de transversal. Ensuite, précisément sur la thématique caribéenne, on a eu cette impression dans cet éclatement philosophique finalement, au sortir de l'esclavage, en disant nous ne sommes pas que des corps, nous sommes aussi des esprits. Ce qui a lancé les plus grands penseurs de la Caraïbe, mais je pense que c'était aussi une erreur de ne voir ce nouveau corps noir que comme doué d'esprit. Et ce retour au travail et à la guérison du corps me semble tout à fait aussi important, aujourd'hui en tout cas. Toute la quête de ton livre, c'est de se réapproprier la Terre, donc il y a aussi ce rapport du corps avec son environnement. Ouais. Et encore une fois, c'est exprimer une nuance avec ces personnages qui cherchent une racine atavique, un truc, un point d'origine, comme s'ils recherchaient finalement un repli sur eux-mêmes, au lieu de se mêler à toute la diversalité de l'enville. C'est aussi une critique de ce retour à soi que je fais dans le roman. Ce que tu veux dire, c'est qu'il y a un juste milieu à trouver, peut-être. Ouais. La recherche du bonheur individuel pur n'est pas forcément la bonne voie non plus. Ouais. Et d'emblée, les personnages se trompent en pensant pouvoir trouver le tout monde, trouver un concept abstrait. En faisant cette recherche d'identité, qui n'est finalement qu'un passage, c'est une reconstruction du corps, qui à partir du moment où il n'est plus... on ne le sent plus humilié, peut à nouveau entrer dans ce mouvement du monde, d'entrer en relation avec toutes ses constituantes. Merci de nous avoir éclairé sur l'afrofuturisme. On va se dire au revoir. Mais avant, le quiz. District 9. Ah, c'est dystopique, District 9. On ne laisse pas la liberté aux aliens de s'émanciper. Et même, on les garde dans leurs conditions d'esclaves, presque. C'est dit d'ailleurs au début. En fait, les aliens de District 9, c'est ceux qui étaient les classes laborieuses de leur propre espèce. Ceux qui donnaient les ordres et qui étaient les chefs sont morts, et ils disent même qu'ils ont aucun sens de la prise d'initiative, etc. Donc on les définit comme des esclaves, quoi. Et en fait, on les traite Des personnes esclavisées. comme des esclaves. Quand ils essaient de les éjecter, ils leur mentent sur les droits d'expropriation, ils jouent avec eux en leur proposant de la bouffe. Non, on est dans la pure dystopie. Enfin, c'est horrible hein, comment ils sont traités dans Et au final, est-ce qu'ils parviennent à s'émanciper de cette condition ? Alors, non, mais il y en a qu'un. Et le film est pas très clair là-dessus, mais on croit comprendre que c'est peut-être l'un des derniers survivants des classes supérieures, peut-être, justement. Mais effectivement, il y en a un qui arrive à s'enfuir pour aller rappeler leurs homologues, quoi. Donc... Il y en a un qui lutte, en tout cas. Il y en a un qui lutte. Mais j'aurais tendance à le séparer peut-être justement des autres, parce que si cette stratification sociale de leur espèce est vraie, bah lui, il est une autre catégorie, quoi. D'ailleurs, il a un enfant, et je pense qu'il fait aussi surtout ça pour son enfant, plus que pour tous ses congénères, quoi. Je me trompe peut-être, mais j'ai pas souvenir qu'il parle réellement d'une libération de tout son peuple, en tout cas. On verra dans le prochain. On verra dans le prochain. Ça, je suis très impatient de le voir. Starship Troopers. Tu l'aimes bien, ce film. Hein, tu l'aimes bien. On en a parlé en plus. Bah oui. Et en plus, normalement, ça aurait dû venir du tac au tac, mon gars. Ouais. Puisque ça t'a inspiré, apparemment. Ouais.
Contre-dystopie? Bah non, anti-utopie, c'est toi la Anti-utopie. c'est moi. Alors on la refait. Ah non, je garderai ça en montage. Anti-dystopie. Anti-dystopie, c'est foutu. On est trop bourré là, mec. Là, je crois. Non, ça va. L'anti-utopie, oui. Yes. Le monde a l'air cool, les personnages sont heureux, il fait beau, il fait chaud, mais il faut faire son service militaire et risquer de mourir à l'autre bout de la galaxie pour être traité correctement dans ce monde. Anti-utopie. Je commence moi-même à douter de nos définitions, tu vois. Oui, c'est ça, c'est bon. On est bon. Mais parce que les personnages, eux, ne remettent jamais en cause le système. C'est ça aussi, l'anti-utopie. C'est qu'il y a que le lecteur, le spectateur qui se rend compte qu'il y a un problème derrière ça. C'est vrai. Merci beaucoup. Yes, merci à toi. Très bonne idée de quiz. J'ai fini mon rhum, donc je pense qu'il est temps de conclure. C'est quoi l'avenir de l'imaginaire pour toi? C'est une putain de question qui demande une putain de réponse. Dépêche-toi. Je pense que l'imaginaire se dirige de plus en plus vers une certaine hybridation, à la fois des genres et des référentiels culturels. Ce terme d'hybridation, quelque part, c'est aussi le processus de créolisation. Un processus de pensée en archipel, de cabotage, d'idée en idée, de culture en culture, pour finalement faire le tour du monde. Et je pense sincèrement qu'il faut sortir de cette impasse où on s'embourbe dans du pessimisme, parce que finalement, ça a duré pendant 40 ans, et au bout de 40 ans, les alertes qui ont été données par nos prédécesseurs, ça n'a pas fonctionné. Il nous manque ce référentiel qui va nous donner de l'espoir pour se sortir de la merde, quoi. Comme une prophétie autorisatrice, t'es presque en train d'accuser la science-fiction d'avoir créé la merde dans laquelle on est. Tout comme ces grands manias là qui ont kiffé, je sais pas, Matrix et qui aujourd'hui veulent créer le métaverse alors que Matrix était en train de te dire il faut peut-être pas faire ça, justement. Mais oui, tout comme la Chine s'est emparée des thématiques de la science-fiction pour établir sa société de contrôle. De redonner du pouvoir à l'individu, la possibilité d'entrevoir cet espoir-là, ça passe aussi par l'imaginaire. Et je crois qu'il y a un effort à faire pour inonder le marché de ces histoires-là. Éduqué par l'utopie. Reproposer des utopies en littérature, en cinéma, en musique, en théâtre, pour réhabituer les gens au bonheur. C'est peut-être ça, effectivement, on est devenu trop pessimiste et trop cynique. De part aussi les œuvres qu'on lit, qu'on voit, qu'on écoute, qu'on regarde, on n'arrive plus à imaginer le monde autrement, quoi. Rééduqué par la contre-dystopie. Ou par l'anti-utopie. Non, bah non. Michael, merci beaucoup d'être venu. Merci à toi, Marc. Non ? Arrêtez de dire des faux noms là, tout le monde va croire que j'ai des noms pourris. Terre Marron, aux éditions La Volte de Michael Rock, donc roman de science-fiction français qui mélange action, politique, philosophie, poésie. C'est super. Merci. Bravo. Je suis impatient de le finir, j'avoue. Il me reste un petit quart. Mais du coup, toi, c'est quoi tes news? Ouais, le nouveau roman est déjà en cours. Ah! Il est lancé. Bravo. On est sur quoi? De l'anticipation, Ok. toujours. De la Caraïbe, Ok, toujours. très bien. Et puis aborder ce thème très particulier, complexe de la montée des extrémismes nationalistes aux Antilles. Vaste programme. Tu es aussi youtubeur avec ta chaîne La Brigade du Livre, qui parlait, et je dis bien au passé parce qu'elle parlait de littérature, puisque ça fait très longtemps qu'il n'y a pas eu de vidéo dessus. Pourtant, je me souviens avoir tourné une vidéo il y a 4 ans à peu près avec ce bon Kilk. Quand est-ce que ça va sortir, ça? Quoi? Hein? À très bientôt, Mike. Salut. Merci pour votre écoute, citoyennes et citoyens. Je vous répète, donc le livre Terre Marron de Michael Rock aux éditions La Volte, que vous pouvez trouver dans toutes les bonnes librairies. J'ai passé un excellent moment avec, je vous le conseille fortement. Par ailleurs, l'épisode 8 de Nexus 6 est enfin sorti. Si vous ne l'avez pas encore vu, foncez immédiatement le voir. À très bientôt sur le Nexus 6, citoyennes et citoyens. Ciao. Eh les gars, il est pas un peu tôt pour picoler là? On ne sait pas. On est dans l'espace.